Les amis, dernier SmackDown avant Hell in a Cell ce dimanche. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette review de SmackDown, je tiens à vous informer que j'ai sorti hier une vidéo avec 15 révélations sur Drew McIntyre. Il s'agit en fait d'une traduction des meilleurs moments du documentaire WWE24 sorti sur le WWE Network. Il dit pas mal de choses intéressantes, donc j'ai pensé à vous et je vous ai traduit tout ça, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. En attendant, c'est parti pour la review de SmackDown, il s'est encore une fois passé beaucoup de choses. Comme je l'ai dit dans l'intro, dernier SmackDown d'avant Hell in a Cell. On commence avec le premier point, c'est parti. Le SmackDown de cette semaine commence avec un Kevin Owens show. Kevin Owens introduit donc SmackDown et nous demande ensuite d'accueillir son invité du soir. Il s'agit de Daniel Bryan qui a effectué son retour la semaine dernière. Il revient de son congé paternité. Et donc Kevin Owens, durant ce Kevin Owens show, demande tout simplement à Bryan qu'est-ce qu'il pense de SmackDown, qu'est-ce qu'il ferait pour améliorer SmackDown. Et Daniel Bryan va dire que lui, il aurait une idée déjà pour améliorer le show bleu. Ça serait de défendre chaque semaine un titre, et ce titre en particulier, ce serait le titre intercontinental. Lui, il voudrait un match pour le titre intercontinental chaque semaine. Donc Kevin Owens aime l'idée, mais il lui propose ensuite une autre idée, à savoir de se lancer dans la division par équipe à ses côtés, parce que Owens, en l'occurrence, n'a jamais remporté de titre par équipe à la WWE. Il manque ce titre à ce palmarès. Donc, il va suggérer l'idée à Daniel Bryan. Mais suite à cela, on a l'intervention de Robert Roode et de Dolph Ziggler. Ils vont faire un petit discours également pour dire que voilà, ils représentent cette division par équipe. Ils sont les jeunes talents de cette division par équipe. Nous aurons ensuite l'arrivée des Street Profits, les champions par équipe de SmackDown, qui se sentent évidemment eux aussi concernés. Et juste après, l'intervention de Shinsuke Nakamura et Cesaro qui reprochent aux autres équipes de ne pas être respectées à SmackDown. Et ensuite, Daniel Bryan va regarder Kevin Owens et lui dire « Bon, je crois que t'as eu une bonne idée, Owens, si on était en équipe ce soir. » Suite à cela, une bagarre éclate dans le ring, ce qui nous mène ensuite à un match 4 contre 4, match qui sera remporté par l'équipe des Street Profits et de Kevin Owens et Daniel Bryan. C'était un bon match dans l'ensemble, encore une fois de très bons spots, en même temps on avait énormément de bons lutteurs dans ce match, donc ça pouvait être que très très bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ce segment et qu'est-ce que ça va nous donner pour la suite? Je me pose beaucoup de questions. On a eu un segment aussi en backstage juste après, où Daniel Bryan justement a une interaction avec Sami Zayn, le champion intercontinental. Sami Zayn revient sur ce que venait de dire Daniel Bryan juste avant et n'est pas d'accord avec l'idée, forcément. Il ne veut pas défendre son titre chaque semaine, il trouve que c'est une mauvaise idée. Et puis même, c'est pas à Daniel Bryan de décider, c'est lui le champion intercontinental, donc c'est à lui de décider quand il a envie de le défendre et face à qui il a envie de le défendre. Donc voilà, petite interaction. Donc du coup, je me dis, est-ce que Daniel Bryan va rester en équipe avec Owens? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de construire un truc avec cette équipe? Ou est-ce que ça va nous mener plutôt à une rivalité 1 contre 1 entre Daniel Bryan et Sami Zayn pour le titre intercontinental? Honnêtement, je pencherais plus pour la deuxième option. Je pense que l'opener de ce SmackDown avec cette histoire de division par équipe entre Owens et Daniel Bryan était juste pour un soir. Et je pense que sur le long terme, la WWE veut emmener Daniel Bryan du côté du titre intercontinental. Et je trouve que c'est une excellente idée et j'ai envie de voir ça honnêtement. Sami Zayn, Daniel Bryan, ça peut être un excellent programme. Je vais maintenant parler avec vous du procès d'Otis qu'on attendait depuis de nombreuses semaines maintenant. C'était le fil rouge de la soirée. On a commencé avec un petit segment où on a introduit un petit peu la salle d'audience. Donc on se retrouve avec le juge qui est JBL. On a l'huissier de justice qui est Ron Simmons, donc les deux membres de APA sont présents. On a également Teddy Long qui est là, on a plusieurs témoins qui vont venir témoigner, le but des témoins, notamment Rey Mysterio, notamment Asuka, également John Morrison qui va avoir un excellent jeu d'acteur en faisant semblant de pleurer, enfin bref. C'était, honnêtement, moi j'ai trouvé ce segment divertissant. C'est pas un truc de fou, c'est clair, mais honnêtement c'était assez amusant et moi ça m'a pas dérangé. Donc ce qu'il faut retenir de ce segment, donc globalement le Miz pour sa défense, lui, il dit que Otis n'a pas encore encaissé sa mallette. Il dit que en gros c'est un mauvais Mr. Money in the Bank et qu'il ne mérite pas cette mallette. Donc ça va être les arguments du Miz. Et de l'autre côté, Otis, lui, pour sa défense, qu'est-ce qu'il a comme argument? Eh bien, il a un seul argument, c'est « j'ai remporté la mallette Money in the Bank lors du pay-per-view Money in the Bank ». C'est le seul argument. Et cet argument a beaucoup plus de poids, contrairement aux arguments du Miz. Donc JBL, alors qu'il allait fermer l'audience et donc donner raison à Otis, le Miz a levé la main et a dit « Attendez, monsieur le juge, j'ai une dernière chose à vous montrer, un élément
déterminant pour la suite de ce procès. Il va sortir une mallette, il va demander à Ron Simons de la donner à JBL, et lorsque JBL va ouvrir la mallette, on ne le verra pas à la caméra, mais on va comprendre qu'il y a beaucoup de liasses de billets à l'intérieur. En gros, The Miz vient d'acheter le juge, et donc JBL va finalement donner raison au Miz, ce qui va donc nous offrir un match à Hell in a Cell, The Miz contre Otis, où le vainqueur de ce match remportera la mallette Money in the Bank, qui devrait mettre fin à cette rivalité. Alors aurons-nous un nouveau Mr. Money in the Bank à Hell in a Cell ? Franchement, le doute est vraiment présent. Moi, j'ai aucune idée d'où ils veulent aller, parce que ce soit le Miz, que ce soit Otis, honnêtement, du côté du titre universel, du côté du titre de la WWE, ça semble extrêmement bouché, et je ne vois ni le Miz, ni Otis devenir champion du monde pour le moment. Donc je ne sais pas où ils veulent aller. Donc honnêtement, je suis un petit peu perdu actuellement. Mais en attendant, le segment de cette nuit était vraiment fun et c'était assez cool. Petit point rapide sur le match entre Lars Sullivan et Shorty G. Bon, pour ce qui est du résultat du match, effectivement, pas trop de suspense. Lars Sullivan ressort évidemment vainqueur. Quoique, durant le match, honnêtement, moi je m'attendais à une destruction totale. Au final, ils ont quand même donné une petite lueur d'espoir à Shorty G. Il a eu des petits spots. Il est revenu à certains moments. On s'est dit, bon, bah finalement, il pourrait, pourquoi pas, battre Lars Sullivan, et donc ça pourrait être la remontée de Shorty G. Et finalement, la WWE a mis fin à tous nos espoirs et victoire de Lars Sullivan. Bon, ça paraissait un petit peu évident quand même. Mais après le match, on a surtout un speech de Shorty G. Enfin, du moins, il se fait interviewer. On lui demande son ressenti sur ce match. Et Shorty G va seulement dire « J'abandonne, je démissionne ». Voilà, ce sont ses mots. « I quit », clairement. Et on le reverra plus tard dans la soirée en backstage avec Adam Pearce. Et là, il dira tout simplement qu'il en a marre qu'on se moque de lui sur sa taille, que toute sa carrière tourne autour de sa taille. Donc il va mettre fin à Shorty G et il veut une seule chose, c'est le retour de quelqu'un qui est beaucoup plus fort que ça. Et il dira que cet homme, c'est Chad Gable. Donc on aurait officiellement la fin de Shorty G et le retour de Chad Gable. Je tenais absolument à en parler parce que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et j'espère pour Chad Gable que ce changement de gimmick va le ramener un petit peu vers les sommets. Bon, évidemment, il n'ira jamais jusqu'au stade de champion du monde pour l'instant. Mais au moins vers un titre mineur, ça me ferait vraiment plaisir pour lui parce que c'est quand même un gars extrêmement talentueux. Nous avons ensuite un match entre Seth Rollins et Murphy. Déjà, belle surprise d'avoir ce match à SmackDown parce que je pensais qu'ils allaient réserver ça pour un pay-per-view. Et au final, non. Nous avons ça du côté de SmackDown, donc c'est assez cool. Un bon match qui a duré un bon petit moment avec un peu de suspense, je vais pas vous mentir, à plusieurs reprises j'ai cru aussi que Murphy allait pouvoir peut-être prendre l'ascendant sur Seth Rollins, mais au final non, c'est quand même Seth Rollins qui va remporter ce match après un curb stomp. Et c'est l'après-match qui va être intéressant parce que juste après le match, on a Seth Rollins qui va aller chercher un kendo stick. Et à ce moment, on avait évidemment Alaya, Rey Mysterio et Dominic qui regardaient ce match depuis les vestiaires. Et Alaya va ensuite demander à Rey Mysterio et Dominic d'aller sur le ring pour empêcher Rollins d'attaquer Murphy avec le kendo stick. Rey Mysterio va refuser, Dominic va refuser. Dans ce cas, Alaya va dire « Ok, vous voulez pas y aller les gars, et ben moi j'y vais ». Et donc on a Alaya qui se dirige sur le ring et qui va se jeter sur Murphy pour le protéger. Ainsi, eh bien, Rollins ne pouvait pas asséner de coups de kendo stick à Alaya. On a ensuite Dominic qui va arriver quand même pour défendre sa sœur au cas où ça se passe mal. Il va donc ensuite légèrement s'énerver sur sa sœur pour ce qu'elle vient de faire, pour les risques qu'elle prend. Et Rollins va en profiter pour attaquer Dominic. Rey Mysterio va ensuite arriver avec une chaise pour défendre à son tour son fils. Et Rollins va en profiter pour partir en courant. Et juste après, on va voir Alaya qui va aider Murphy à se relever. Et on va voir Rey Mysterio et Dominic qui vont regarder les deux avec des yeux en mode « Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe ?» Et on verra en gros Alaya faire un câlin à Murphy. Et on voit que c'est le début d'une histoire entre les deux. On semble donc se diriger vers un début d'histoire d'amour entre Alaya et Murphy. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas où cela va nous mener. Mais je pensais que cette rivalité allait bientôt se terminer. Mais visiblement non. Je vous rappelle qu'on a cette rivalité depuis de nombreux mois maintenant. Ça commence à être long. Donc je ne sais pas encore combien de temps ils veulent faire traîner cette rivalité, mais ça me fait un petit peu peur. Avant de passer au flop de la soirée, nous allons parler du dernier segment de la soirée, à savoir Roman Reigns et Jey Uso, la rivalité continue. Nous avons donc eu en début de soirée Roman Reigns qui était dans sa loge, en train de manger des fruits tranquillement. On voit qu'il a quand même une loge de luxe, une loge de chef de tribu. Et donc ensuite, arrivé plus tard dans le show, j'en parle parce que ça a sa petite importance. Plus tard dans le show, on a Roman Reigns qui va arriver, qui va faire un début de discours, enfin du moins qui va essayer, mais il va rapidement être coupé
par quelqu'un qui est dans sa loge, à sa place. On le verra sur l'écran géant. Et donc forcément, Roman Reigns va pas trop apprécier que quelqu'un se soit incrusté dans sa loge. La personne en question va évidemment se moquer de Roman Reigns. Elle va dire que ça doit être cool d'être chef de tribu, de pouvoir manger des fruits comme ça, d'avoir sa petite loge privée. Et ensuite, on va voir cette personne retirer son bandana. Et alors qu'on croyait au départ que c'était Jey Uso derrière cette personne, il s'agissait en fait de Jimmy Uso. Et Jimmy va en profiter pour dire: fais gaffe, Jey est derrière toi. Et quand Roman Reigns se retourne, effectivement, on a Jey qui arrive et qui attaque Roman Reigns. On va avoir une petite baston entre les deux. Roman Reigns va tenter un Bigfoot, mais on a ensuite Jey Uso qui va revenir. Et au final, c'est Jey Uso qui va prendre l'avantage et qui va faire un splash sur Roman Reigns avant de partir. Les deux frères Uso vont ensuite célébrer ensemble, mais Roman Reigns va ensuite prendre un micro et annoncer les conséquences pour Jey Uso s'il perd à Hell in a Cell. Il dit que si lui, il perd, il pourra continuer à vivre sans problème. En revanche, il dit que si c'est Jey Uso qui abandonne, là, ça sera beaucoup plus difficile pour lui. Et en gros, il ne sera plus considéré comme un membre de sa famille. Donc voilà, c'est une rivalité très familiale, très intense encore une fois. Et le show va se terminer avec cette cage rouge qui va descendre sur le ring. Roman Reigns va être enfermé à l'intérieur de cette cage. Jey Uso va en profiter pour revenir. Il va commencer à grimper sur la cage. Et on va ensuite avoir un échange de regards entre Roman Reigns et Jey Uso. Le show va se terminer sur ces images. Franchement, c'était un segment cool, mais j'ai l'impression qu'on commence à avoir fait le tour sur cette histoire de famille. Et je pense et j'espère que ce sera le dernier affrontement entre la famille Uso et Roman Reigns à Hell in a Cell parce que, comme je viens de le dire, je pense que ça commence à tourner en rond et qu'il est temps que ça se termine. Donc, autant avoir un bel affrontement bien brutal entre les deux à Hell in a Cell et mettre fin à cette rivalité et que Roman Reigns puisse ensuite partir vers de nouveaux horizons. Passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de Bianca Belair et Zelina Vega qui se sont affrontés cette nuit à SmackDown. C'est pas vraiment un flop de la soirée, honnêtement, c'était pas catastrophique. Ce que je vais reprocher à ce segment, c'est plus les débuts de Bianca Belair. J'avoue, j'aurais préféré que l'on attende un petit peu avant de la faire débuter du côté de SmackDown, qu'elle ait un programme bien plus intéressant, plutôt que d'avoir des petits matchs comme ça en 1 contre 1. Voilà, je m'attendais honnêtement à ce qu'il la préserve et que Bianca Belair soit la prochaine challengeuse numéro 1 du côté de SmackDown pour le titre féminin. Je voyais bien honnêtement un Sasha Banks Bianca Belair dans les semaines qui arrivent. C'est peut-être ce qui va se produire, mais je veux dire, c'est dommage, ça aurait été une belle surprise, je trouve, d'avoir Bianca Belair qui arrive pour défier Sasha Banks juste après sa victoire, surtout si sa victoire intervient ce dimanche à Hell in a Cell. Ça aurait été cool d'avoir dès le prochain SmackDown un face-à-face entre Sasha Banks et Bianca Belair. Maintenant, voilà, je vais peut-être un petit peu trop vite. C'était pas non plus catastrophique. Je vais même plutôt qualifier ce segment du plus décevant de la soirée plutôt que le flop de la soirée. Honnêtement, j'ai pas envie qu'il se foire sur Bianca Belair parce que pour moi, il y a un énorme talent derrière cette femme. Et donc, j'ai vraiment envie qu'elle arrive rapidement au top. Honnêtement, elle a déjà prouvé énormément de choses du côté de la NXT. Donc, je suis pas sûr qu'elle ait besoin de petits matchs comme ceux de ce soir. Et je pense qu'elle peut directement prétendre au titre féminin de SmackDown. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du segment entre Bayley et Sasha Banks. Bayley va arriver et va venir se plaindre un petit peu. Elle dira que voilà, de base, elle n'était pas censée venir, mais elle a eu 4 interviews aujourd'hui. Dans toutes les interviews qu'elle a eues, on lui a posé les mêmes questions, toujours en lien avec Sasha Banks. Elle en a un petit peu marre, donc elle vient se plaindre. Elle dira que non, elle ne signera pas ce contrat. Et on a ensuite Sasha Banks qui va la couper, qui va arriver avec le contrat en main et qui va lui dire « Bah si, tu vas le signer, je te l'apporte, tu le signes. » Donc elle va monter sur le ring, elle va tendre le contrat à Bayley, mais Bayley va refuser de le signer. Bayley va essayer de s'emparer de la chaise pour frapper Sasha Banks, mais Sasha Banks va esquiver. Sasha Banks va en profiter pour saisir le titre féminin et va lui montrer le titre et lui dit « Bon, bah maintenant j'ai ton titre, signe ce contrat. » Bayley va toujours refuser. Bayley va ensuite essayer de reprendre sa ceinture des mains de Sasha Banks, mais Sasha Banks va lui assonner un coup de genou. Et Sasha Banks va ensuite en profiter pour coincer Bayley dans cette chaise. Elle va la menacer un petit peu pour qu'elle puisse enfin signer ce contrat. Donc elle lui coince la tête dans la chaise, elle lui met le contrat devant le nez et elle lui dit « Tant que tu ne signeras pas ce contrat, je n'arrêterai pas. » Donc Bayley a la tête coincée dans la chaise, elle dit « Non, je veux pas signer. » Mais elle finira quand même par signer le contrat parce qu'elle n'a pas le choix, elle est coincée. Donc c'est officiel, le match entre Bayley et Sasha Banks aura bien lieu à Hell in a Cell. Bayley a enfin signé le contrat. Je l'ai mis en top de la soirée parce que honnêtement, bon, tous les segments de cette soirée se valaient un petit peu. Il n'y en a pas vraiment un qui s'est démarqué par rapport aux autres, je trouve. Mais j'adore cette rivalité, j'ai beaucoup aimé ce segment. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc je l'ai mis en top de la soirée. Voilà, je voulais défendre ce match.
et j'ai hâte encore une fois de le voir à Innocel ce dimanche. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner, voilà, on continue à grimper, on s'approche à grands pas des 100 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui vont s'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas la vidéo sur les 15 révélations de Drew McIntyre qui vient de sortir sur la chaîne, je compte sur vous. Vous allez sans doute apprendre des choses très intéressantes et vous verrez que Drew McIntyre a eu une carrière très compliquée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!